Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici, les médias, voici le sommaire. Cameroun, un nouveau directeur général à la tête de la CRTV, la chaîne publique nationale. Charles Pitango Ndongo, c'est son nom. Voilà déjà quelques jours qu'il trône à la tête de la Cameroun Radio and Television. Que pense-t-il de la concurrence? D'abord, il faut saluer la concurrence. La concurrence nous fait du bien à nous tous. Que peut-on attendre du nouveau directeur général de la CRTV? L'arrivée de Charles Ndongo est porteuse d'espoir. Dans cette édition, vous en saurez un peu plus. Afrique du Sud, le groupe audiovisuel public suspend 3 journalistes. Tandeka Gouboulé, Feuta Kwich et la très chevronnée Suna Venture. Voilà la liste des 3 journalistes suspendus par la SABC, la chaîne publique sud-africaine. Pourquoi ces hommes des médias ont-ils été mis à l'écart? Karine Mambou nous le dira. Bonjour Karine. Aimé Désiré, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à Johannesburg. Il fallait en parler. Il fallait parler du docteur Eddie Agbo, ce biotechnologiste nigérian qui a mis sur pied un dispositif permettant d'effectuer le dépistage du paludisme avec un simple bâtonnet et de l'urine. Roland Djakou est avec nous, il nous l'expliquera. Nigeria, l'État contraint à la fermeture de 2 médias. Au Nigeria, la chaîne de télévision Silverbird et la radio Radio 93.7 ont cessé d'émettre depuis plus d'une semaine déjà. Quelles sont les raisons de cette mise en demeure? Éléments de réponse dans cette édition. Kenya, le gouvernement fixe un quota des contenus locaux dans les médias audiovisuels. 60%, c'est le chiffre arrêté par l'autorité kenyane des communications. Ce quota doit être atteint avant 2020. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un journaliste en ligne? En quoi consiste le métier de journaliste en ligne? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Cédric. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias. C'est ici les médias. Cameroun, un nouveau directeur général à la tête de la CRTV, la chaîne publique nationale. Charles Pitango Ndongo, c'est son nom. Voilà déjà quelques jours qu'il trône à la tête de la Cameroun Radio and Television. À présent, écoutons Charles Ndongo. Il nous parle entre autres de la concurrence et de ce nouveau challenge à la CRTV. Il est au micro de nos confrères d'Equinox TV et de la CRTV. D'abord, il faut saluer la concurrence. La concurrence nous fait du bien à nous tous. On ne s'en rend pas compte. Et vraiment, c'est un propos qui n'a rien de démagogique. Parce que ce que vous ne trouvez pas à la CRTV, vous pouvez le trouver à côté. Par exemple, vous avez une liberté de ton inégalée. Après les cris de joie, il va falloir se mettre résolument au travail, chacun là où il se trouve, pour que nous puissions relever ce défi. Je pense que les compétences sont là, les intelligences sont là. Normalement, les choses devraient bien se passer. Vous avez connu un journaliste relativement intéressant. Maintenant, vous allez apprendre à connaître le manager. C'est toute une autre école. Que peut-on attendre de ce nouveau directeur général de la chaîne publique camerounaise? Voici la réponse de Fouli Diran. Il est animateur radio-télé à la CRTV depuis plus de 25 ans. Cette nomination est tardive. Il y a longtemps que les professionnels de la profession attendaient un professionnel à la tête de l'Office national de radio et télévision du Cameroun. Au regard de nos vœux antérieurs, reposant sur le talent et la compétence à lui unanimement reconnus, l'arrivée de Charles Ndongo est porteuse d'espoir. Je prie ainsi le Très-Haut de l'accompagner dans cette prestigieuse mais ô combien exaltante mission, afin que la nation entière en tire le plus grand profit. Olivier Cahu est avec nous, il est en ligne, c'est notre correspondant à Strasbourg. Alors Olivier, oui. Un journaliste
à la tête de la CRTV. Que peut-on espérer d'une telle arrivée? La nomination de Charles Ndongo à la tête de la CRTV, au regard des réactions sur les réseaux sociaux, peut apparaître comme une bonne nouvelle. Car parmi ces réactions, on a pu observer celles de ses nombreux collaborateurs qui connaissent bien et mieux l'homme pour l'avoir côtoyé depuis de longues années. Ne perdons pas également de vue que Charles Ndongo, en plus d'être l'une des grandes figures du journal télévisé à la CRTV, a également, avant sa nomination à la tête de cette institution, occupé les fonctions de directeur, notamment celle de directeur de l'information. Au-delà des grandes qualités de journaliste qui sont reconnues à Charles Ndongo, il est question ici pour ce journaliste qui connaît bien la maison de la réconcilier avec les Camerounais qui ne sont pas avares des critiques vis-à-vis de cette institution qui, d'après son slogan, est le cœur de la nation. La CRTV, ne l'oublions pas, ce n'est pas seulement la tour de Mbala 2, mais l'ensemble des stations régionales et FM commerciales à travers le Cameroun. Ici donc, ce ne sont pas les capacités incontestables de bons journalistes de Charles Ndongo qu'il faut mettre en exergue, mais les facultés des gestionnaires de ces derniers. La gestion des ressources humaines étant loin de la gestion de l'information. Ne perdons pas également de vue que la CRTV est un média généraliste et donc doit trouver le juste équilibre entre information, éducation et divertissement. Les Camerounais très attachés à la CRTV n'en attendent pas moins du soldat Charles Ndongo, qu'ils attendent comme nous d'ailleurs de juger au pied du mur. Nomination des journalistes à la tête de la Communal Radio and Television, suspension de 3 journalistes à la SABC. Afrique du Sud, le groupe audiovisuel public suspend 3 journalistes. Tandeka Gouboulé, Fouita Kruich et la très chevronnée Suna Venture. Voilà la liste des 3 journalistes suspendus par la SABC, la chaîne publique sud-africaine. Pourquoi ces hommes des médias ont-ils été mis à l'écart? Karine Mambou nous l'explique. Ici, les médias. Et je le confirme, le groupe audiovisuel public SABC ici en Afrique du Sud a suspendu 3 de ses journalistes. Ces employés ont été sanctionnés au terme d'une conférence de rédaction au cours de laquelle ils ont exprimé leur désaccord avec la décision du groupe audiovisuel de ne pas couvrir les manifestations publiques violentes. L'organisation Right to Know avait justement organisé une manifestation contre la censure imposée par la SABC. La suspension des journalistes a été dénoncée, il faut le dire, par le Forum national des éditeurs sud-africains. Celui-ci estime que la SABC est appelée à, lever immédiatement la suspension, car selon lui, dans une démocratie constitutionnelle, les journalistes ont le droit de s'exprimer librement. La SABC a provoqué une levée des boucliers ici à Johannesburg en décidant en mai dernier de ne plus couvrir les manifestations publiques violentes. Le groupe audiovisuel expliqua alors qu'il veut éviter de montrer le mauvais exemple à la population aimée désirée. Il faut rappeler également que le 20 juin dernier, l'organisation Right to Know a initié des mouvements de protestation dans plusieurs villes du pays pour dénoncer la gestion de la SABC et son directeur des opérations, Lodi Motsena, accusé de prendre toutes les décisions éditoriales. Le radiodiffuseur public doit maintenant défendre sa décision dans les jours à venir. Karine Mambou depuis Auckland Park, au siège de la SABC, c'est à Johannesburg pour Ici les médias. Ici, les médias. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui aurait bien voulu profiter d'autant d'attention dans les médias. Il s'agit bien d'Eddie Agbo. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler du docteur Eddie Agbo, ce biotechnologiste du Nigeria, qui a mis sur pied un dispositif permettant d'effectuer le dépistage du paludisme avec un simple bâtonnet et de l'urine. Roland Djakou. Bonjour Aimé Désiré, bonjour aux auditeurs, ceux qui nous écoutent au Gabon et à l'extérieur du Gabon, parce qu'on sait que nous sommes déjà écoutés sur plusieurs FM, notamment au Cameroun. Donc bonjour aux auditeurs du Cameroun. Alors aujourd'hui, donc c'est qu'il fallait en parler dans votre émission Ici les médias, l'émission qui donne de la possibilité à pouvoir connaître qui émerge, qui innove et qui crée quoi sur le continent ou encore hors du continent. Il y en a tellement. Et cette fois, on a encore le cap une fois de plus, Aimé Désiré au Nigeria pour parler du dépistage du paludisme avec l'urine, une invention nigériane, une innovation fantastique. En 2015, le monde a enregistré 214 millions de cas de patients souffrant du paludisme et 438 000 décès dus à cette maladie. L'Afrique, à elle seule, enregistre 89% des cas et 91% de décès selon des chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé. Juste un petit récapitulatif pour qu'on comprenne à quel point le paludisme est
dangereux pour l'humanité. Alors, cette tendance pourra bientôt être inversée grâce à Urine Test for Malaria, en abrégé UMT. Retenez bien, Urine Test for Malaria, le dispositif inventé par le biotechnologiste nigérian Dr Eddie Agbo permet d'effectuer le dépistage du paludisme avec un simple bâtonnet de l'urine. Alors, le résultat de l'analyse est connu en moins de 25 minutes. Avec cette méthode, plus besoin de se faire piquer et attendre des jours avant de connaître les résultats de son analyse. Conséquence, les malades du paludisme pourront démarrer le traitement le plus tôt que possible et éviter ainsi les risques de complications et qui entraînent l'insuffisance rénale, l'œdème pulmonaire, l'anémie aplastique, voire le décès du patient. Alors, Urine Test for Malaria, en abrégé UMT, on ne le dira jamais assez, du Nigérian Dr Eddie Agbo du Nigeria, fait partie des 10 inventions africaines retenues pour la finale du prix de l'innovation pour l'Afrique 2016. Grosse innovation, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, et mes désirés qui ne captive pas, qui ne nous intéresse pas seulement nous qui parlons de cette invention, mais qui a aussi captivé l'attention des membres du jury du prix de l'innovation pour l'Afrique 2016, raison pour laquelle cette invention est retenue pour la finale. On souhaiterait vraiment que ça puisse remporter et que voilà, que ça puisse être vraiment mis à l'échelle industrielle pour satisfaire le maximum de personnes, pour éviter le maximum de cas de décès, tout simplement parce qu'on n'est pas dépisté très rapidement quand on atteint de la malaria. Donc du coup, cette innovation, ce test de dépistage est vraiment important. Il va falloir, comme on le dit toujours, on ne cesse de le décrier dans cette émission, que les forces vives de la nation se saisissent de cette invention, donnent la possibilité à ce Nigérian de pouvoir industrialiser sa création et de pouvoir mettre cette création à la disposition du peuple nigérian. Merci Roland. C'était Roland Djakou à Libreville, notre correspondant. Pendant que le docteur Eddie Agbo veut contraindre le paludisme à rester hors du continent, l'État du Nigeria contraint à la fermeture de 2 médias. Nigeria, l'État contraint à la fermeture de 2 médias. Au Nigeria, la chaîne de télévision Silverbird et la radio Rhythm 93.7 ont cessé d'émettre depuis plus d'une semaine déjà. Quelles sont les raisons de cette mise en demeure? Vous nous dites d'abord, Karine Mambou, que ces 2 médias appartiennent au même groupe. Ici, les médias. Affirmatif et Médésiré, ces 2 médias appartiennent au groupe Silverbird. Selon le site web d'information nigérien Premium Times, l'entreprise a été contrainte à la fermeture par la compagnie d'État de gestion des actifs qui a la charge de recouvrer les dettes importantes. Cette mesure s'appuie sur une décision de la justice nigériane. Le groupe Silverbird croule sous une dette de 11 milliards de naira, soit environ 22 milliards 270 millions de francs CFA. Ces salles de cinéma et ces galeries commerciales ont également fermé à Lagos et Abuja, la capitale. Aimé Désiré, le président fondateur de Silverbird, en la personne de Ben Mouraï Bruce, qui revenait d'un voyage à l'étranger, a assuré que, je cite, « La situation est en train d'être résolue et les choses vont rentrer dans l'ordre ». Fin de citation. Créé en 1980, donc 36 années à nos jours, il faut dire, Aimé Désiré, que le groupe Silverbird n'échappe pas à la crise que traverse l'économie nigériane, crise provoquée par la chute des coûts mondiaux du pétrole, principale source de revenus de l'État et de réserves en devises étrangères. Karine Mambou pour Ici les médias. Ici les médias. Merci Karine, c'était Karine Mambou à Johannesburg. Alors ils sont restés en ligne avec nous, Cédric Tachago et Roland Djakou. Cédric, à vous, quelles conséquences peuvent découler d'une telle décision du gouvernement du Nigeria de fermer les 2 médias? Eh bien, une actualité comme celle-ci aura forcément des répercussions immésirées. Oui. Et nous pensons dans un premier temps à ces nombreux employés qui d'un coup perdent leur job. Oui. Les 2 médias du groupe Silverbird employaient certainement un important personnel. Des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à vivre du fruit de leur travail. Oui. Apprendre donc un matin qu'une crise qu'ils n'ont pas souhaitée a occasionné la fermeture de leur entreprise, c'est pas une nouvelle agréable pour des responsables de famille qui ont des charges à assumer. Voilà. Autre conséquence, nous pensons que cette grande entreprise pourrait également perdre en crédibilité et en notoriété puisque d'aucuns verraient un manque d'organisation ou encore un management pas très au top, n'ayant pas pu maîtriser cette importante dette qui s'élève à plus de 22 milliards de francs CFA. Lourd quand même. Enfin, nous craignons un effet de chaîne
Ici, d'autres structures appartenant au grand groupe Silverbird peuvent subir le même sort que la radio et la télévision. Et la fermeture des galeries commerciales et des salles de cinéma à Abuja et à Lagos semble déjà illustrer cet état de choses. Au regard du poids de l'industrie cinématographique dans ce pays, vous pouvez également mesurer le manque à gagner qui découlera de cette décision de la justice nigériane. Merci Cédric, ne partez pas, je vous en prie. Roland Diakou, dites-nous, on sait par ailleurs que le groupe Silverbird est très influent dans le monde du cinéma au Nigeria. Le gouvernement, au risque de perdre un tel investisseur, n'aurait-il pas fait mieux de trouver d'autres compromis ? Très bonne question, Aimé Désiré. Est-ce que le gouvernement, au risque de perdre un tel investisseur, n'aurait-il pas fait mieux de trouver d'autres compromis? Ben voilà, une seule réponse vient à l'instant. Oui, il pouvait trouver des compromis parce que Silverbird, qui est une entreprise qui existe depuis 1980, qui a toujours peut-être payé ses impôts ou encore ses taxes, aujourd'hui est confrontée à la crise que le monde connaît. La crise, la chute du prix du baril de pétrole touche beaucoup de pays à travers le monde, principalement sur le continent africain. Je parlerai principalement même du Nigeria, qui est le premier producteur de cacao, de pétrole, autant pour moi je parlais de cacao, de pétrole sur le continent africain. Donc ça devient compliqué pour le gouvernement, ça devient compliqué pour des investisseurs, ça devient compliqué pour des hommes d'affaires qui ont des entreprises. Donc on comprend qu'il y a cette difficulté-là et ça va de la plus grande et la plus petite couche sociale, et on comprend que c'est pas facile pour personne de comprendre X ou Y. Donc du coup, Silverbird essaye tant bien que mal de pouvoir trouver des solutions face à ce problème. D'ailleurs même son fondateur Ben Mouré Bruce l'a dit à son retour d'un voyage d'affaires à l'extérieur du Nigeria, que tout devait rentrer dans l'ordre tout prochainement. Il reste optimiste, mais il fait face aussi à la réalité de la crise. Une crise, mettre sur la table des possibilités de paiement, des échéances de paiement, pour voir comment est-ce que on peut non seulement profiter des deux côtés, c'est-à-dire permettre à ce que l'entreprise paye ses dettes, mais tout en restant ouverte. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà comment est-ce qu'on peut gérer la situation. Parce que ce montant de 11 milliards de naira, soit environ 22 milliards 270 millions de francs CFA, c'est pas une petite somme, c'est une somme qui est vraiment colossale. Et si on veut s'attarder là-dessus pour dire bon, ok, on ferme Silverbird, on oubliera tout de suite ce que Silverbird a eu à faire pour le cinéma nigérian, parce que ça à son registre, on compte des salles de cinéma, on compte des salles de production, on compte beaucoup d'autres choses qui tournent autour du 7e art. Donc c'est une machine à conserver. C'est vraiment très important pour le Nigeria de trouver un terrain d'entente entre le fondateur de cette entreprise et le gouvernement pour que on puisse gagner de deux côtés, garder la société ouverte, mais aussi qu'elle puisse payer ses dettes de manière progressive. Merci Roland. C'était Roland Diakou à Libreville, notre correspondant. Alors que le Nigeria se mord les doigts face au silence de la radio Rhythm 93.7, le gars, quant à lui, cherche à contrôler le contenu de ses médias. Kenya, le gouvernement fixe un quota des contenus locaux dans les médias audiovisuels. 60%, c'est le chiffre arrêté par l'autorité kenyenne des communications. Ce quota doit être atteint d'ici 2020. Philomène Ducy. Ici, les médias. La nouvelle réglementation sur les quotas dans les médias audiovisuels au Kenya est entrée en vigueur ce 1er juillet. Ces derniers devront passer à 40% au moins, puis augmenter leur offre progressivement pour atteindre 60% de contenus locaux au cours des 4 prochaines années. La deadline du 1er juillet ne concerne pas le secteur de la publicité qui a demandé et obtenu un délai supplémentaire de 8 mois pour s'arrimer à la nouvelle donne. C'est donc à partir du 1er février 2017 que l'offre publicitaire audiovisuelle kenyane devra contenir au moins 40% de contenus locaux. Le moratoire avait été demandé par l'Association des praticiens de la publicité, requête acceptée par l'autorité kenyane des communications. C'est cette institution qui, en juillet 2015, avait décidé de la nouvelle réglementation. Léo Borouet, membre de l'autorité des communications, avait expliqué que pour respecter le quota de 40%, les annonceurs peuvent utiliser des décors et des acteurs locaux dans leur publicité. Ici, les médias. Merci Philomène. C'était Philomène Ducy à Douala. Nous avons en ligne Ismaël Kaïm et Olivier Nkayu. Alors, Ismaël, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous auditeurs d'Ici les médias. Que pensez-vous, Ismaël, de cette décision du Kenya de miser sur les contenus locaux? Alors,
La décision du gouvernement kenyan reste pour moi salutaire. Je n'ai aucun problème concernant donc cette décision. Il est rare, il est même fréquent lorsqu'on regarde nos chaînes de télévision et même lorsqu'on écoute nos radios en Afrique avec des produits. On semble toujours essayer de faire comme si on était en France, comme si on était donc à Londres, comme si on était aux États-Unis, alors qu'on pourrait utiliser des acteurs locaux, alors qu'on pouvait utiliser donc des langues de chez nous pour pouvoir véhiculer le message, pour pouvoir vendre ces produits. Et même cette pratique sévit déjà en Afrique de l'Ouest, où on voit par exemple au Sénégal où des produits internationaux sont donc véhiculés donc en langue Wolof, avec le Wolof en Afrique de l'Ouest en général, ou encore en Swahili. Ça facilite également la vente du produit qu'on entend donc placer sur le marché. Je crois qu'en réalité je n'ai aucun problème en cela. Ça permet également d'éviter le désastre lorsqu'on sait également que chez nous, pour le Cameroun, pour un enfant qui est à Bafoussam, il lui est facile donc de parler de Paris, il lui est facile donc de rêver de Washington, plutôt que de parler de Douala où il n'a jamais été et qu'il est nécessaire qu'il puisse rendre visite donc à Douala. Lorsqu'on sait qu'en réalité s'il visite Kribi, il n'a par exemple rien à envier à Marseille, s'il visite également Yaoundé, il n'a rien à envier à Paris. Donc c'est un petit peu ça notre identité qui se meurt au jour le jour, pour que les enfants puissent également avoir une idée de notre propre identité à nous. Merci Ismaël. Ne partez pas s'il vous plaît. Olivier, le problème des contenus audiovisuels est un problème majeur dans nos télévisions africaines. Entre producteurs qui peinent à produire et à vendre et diffuseurs qui n'arrivent pas à acheter. Pensez-vous que le gouvernement du Kenya est réaliste véritablement ? Il va sans dire qu'il y a vraiment lieu de se poser des questions quant au contenu des médias en Afrique. Depuis l'avènement de la mondialisation et de l'ouverture au monde, les médias doivent adapter leur contenu en fonction des offres parallèles et de la concurrence. Fixer les quotas, c'est bien, mais est-ce vraiment réaliste? Je le pense moins, car on ne peut pas faire abstraction de la qualité des contenus. Il est de notoriété publique, à quelques rares exceptions près, que les producteurs locaux ont du mal à produire des contenus de qualité, faute de moyens techniques et financiers. Et les médias locaux ont du mal à acheter des productions locales, faute de moyens. À cela s'ajoutent les difficultés que rencontrent les producteurs locaux sur le terrain, car il ne leur est pas toujours aisé d'avoir accès à certains sites et à certaines informations pour la réalisation de leurs programmes. Ce qui, ma foi, n'est pas toujours le cas des superproductions étrangères à qui les autorités parlent plus aisément et leur donnent accès à des sites et aux informations jusqu'alors inaccessibles aux producteurs locaux. Résultat, les programmes parlant mieux de nous sont produits par les étrangers. À cela s'ajoute la qualité du rendu même par nos médias, où la qualité des images est encore à déplorer. Ne perdons pas de vue que les programmes sont diffusés à l'attention des téléspectateurs qui deviennent de plus en plus exigeants au regard de ce qu'ils peuvent voir ailleurs en matière de qualité d'image. Nos médias gagneraient à passer au numérique à défaut de pouvoir passer à la haute définition. Au regard de tous ces éléments, difficile de dire que le gouvernement kényan est réaliste, car avant d'imposer des quotas, il faut être sûr que les conditions préalables pour le respect des quotas sont réunies. Alors, une autre question, je ne sais pas, Olivier ou Ismaël, dans tous les cas, n'aurait-il pas fallu que le gouvernement résolva le problème en amont, en soutenant par exemple les producteurs ou même en achetant les différentes productions locales? La question est à qui veut la prendre? Alors pour la seconde question, je réponds. Ok, Ismaël. Alors, soutenir ou encore acheter des productions locaux, je crois qu'en réalité c'est pas ça la solution. Déjà, patron de chaînes de radio ou de télévision, qu'on n'arrive tout de même pas à s'arrimer sur la redevance audiovisuelle et n'allait pas demander trop au gouvernement qui, à peine subvention quelques radios, n'allait donc pas trop demander au gouvernement. Si on pouvait déjà faire l'effort en termes d'identité, je crois que ça résoudrait le problème. Soutenir ou encore acheter des productions, je crois qu'en réalité c'est pas ça le problème. Vous savez, la majeure partie des radios et des télévisions de chez nous fonctionnent sur la tolérance administrative. C'est vrai, c'est une bonne idée pour le gouvernement de pouvoir soutenir ou encore de pouvoir acheter ces productions, mais les problèmes de moyens s'imposent. On n'a pas assez de moyens, donc on gagnerait de pouvoir sauvegarder déjà notre propre identité. Je crois que les problèmes seront totalement résolu. À Paris, merci Olivier Nkayu à Strasbourg, merci Ismaël Karim à Paris, nos différents correspondants en France.
Pour des médias classiques comme la télévision et la radio, il est facile de contrôler les contenus. Mais lorsqu'un journaliste en ligne se met au travail, il n'est pas toujours évident de contrôler ce qu'il met en ligne. En fait, qu'est-ce qu'un journaliste en ligne? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un journaliste en ligne? En quoi consiste le métier de journaliste en ligne? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Voici un métier qui a vu le jour grâce au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment d'Internet. Au quotidien, le journaliste en ligne ne peut donc pas travailler sans l'outil Internet. Il doit à cet effet maîtriser ses contours et ses contraintes techniques. Collecter, vérifier et commenter des informations, telles sont les tâches principales de celui qu'on appelle encore rédacteur web. Il repère, situe et traduit les informations suivant un angle de vue, une ligne éditoriale et des normes de mise en forme propres au site qu'il emploie. Comme tout journaliste, il doit respecter des délais de bouclage appelés deadlines dans le jargon et des règles déontologiques spécifiques à Internet. Il peut être tout terrain ou avoir des domaines de prédilection comme la politique, la culture, l'économie, etc. Retenir un internaute sur le site qu'il alimente doit être son impératif principal. C'est pourquoi son écriture doit être accrocheuse et attractive. Le journaliste web met en scène l'information en utilisant divers types d'illustrations. Il doit donc intégrer différentes sources de clics tels que des liens hypertextes, des vidéos, des images et des bandes de son. Bon à savoir, grâce à l'instantanéité d'Internet, il écrit et procède à la mise à jour en temps réel des articles et des brèves qu'il publie. Pour permettre au lecteur d'aller plus loin dans son information, il intègre des liens existants correspondant au thème traité. Il indexe son travail afin que les moteurs de recherche le mentionnent. L'utilisation d'un style simple, clair, concis et accrocheur est nécessaire. Il peut participer au choix de la ligne éditoriale et la rédaction des newsletters envoyés aux abonnés. Le rédacteur web peut également réagir aux avis et commentaires laissés par des internautes sur le site où est publié l'article ou sur les réseaux sociaux. Il réalise par ailleurs une veille technologique sur des blogs et sites influents afin de proposer des sujets en fonction aux besoins des interrogations des lecteurs. Il faut remarquer que c'est un métier issu de la presse écrite, seul diffère le mode de publication des informations. Le journaliste online travaille entre autres pour le compte des journaux en ligne ou des sites des médias audiovisuels et fait partie d'une équipe spécifique. Il peut également évoluer en freelance ou animer des blogs. Certains journalistes en ligne travaillent pour des fournisseurs d'accès Internet et animent une plateforme vers l'ensemble de l'offre Internet afin que des clients puissent accéder à toutes les informations désirées. Outre la mise en valeur des sites les plus pertinents, il joue aussi un rôle d'animateur de forums de discussion. Pour se frayer une voie dans le rude monde professionnel, cet as de la plume, ou mieux, du clavier, peut suivre une bonne formation en journalisme et adapter son écriture aux usages du web. Et pour cela, de nombreuses écoles à travers le continent proposent des formations solides. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier de journaliste en ligne, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, producteur, ADA Production, coproduction Record FM Gabon, diffuseur Record FM Gabon, Rona FM à Bafoussam au Cameroun, Afrique 2 à Yaoundé, c'est au Cameroun. Nos correspondants, Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris, c'est en France, Karine Mambou à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Retrouvez ce programme sur notre chaîne YouTube, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Marcy Boumba. Lui, Aimé Désiré. Passionné des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio.